Bonjour à tous, je suis Caroline Marchal, je suis chargée de mission ressources en eau au département de l'Isère et je suis chef de projet d'une étude qui a été menée par le département de l'Isère, l'étude prospective ressources en eau et changement climatique en Isère. Et aujourd'hui, du coup, on m'a demandé de venir pour vous présenter cette étude. Moi, ce que je vous propose, c'est plutôt axé sur la partie méthodologie, parce que c'est quelque chose qui, du coup, sera plus reproductible. Et puis, à la fin, si vous voulez, on pourra discuter des résultats de l'étude. Donc, l'objectif de cette étude qui a été lancée on a commencé à y réfléchir en 2022. On a pris une assistance à maîtrise d'ouvrage pour nous aider à bien dessiner le contour des besoins de cette étude. Et en 2023, du coup, on a sélectionné un prestataire extérieur pour nous accompagner dans cette étude dont les objectifs sont de donner des éléments chiffrés sur l'évolution de la ressource en eau suite au changement climatique. L'idée, c'est de comprendre quel va être l'impact du changement climatique sur la ressource en eau et de donner des éléments en fait aux acteurs de l'eau du territoire pour faciliter le passage à l'action. L'idée n'est pas de faire à la place des acteurs du territoire, mais bien de donner en fait une étude un peu socle qui leur permettrait de pouvoir s'appuyer dessus pour passer à l'action d'adaptation au changement climatique. Donc notre objectif, c'est de donner des éléments chiffrés. Pour produire ces éléments chiffrés, voilà, il y a eu des interrogations sur est-ce qu'il faut faire des modèles, est-ce qu'il existe déjà des choses, comment on qualifie en fait l'évolution de la ressource en eau sur un territoire. Et nous, on a fait le choix de s'appuyer sur les données d'un projet qui s'appelle Explore2, qui est un projet national fait avec plusieurs universités, plusieurs organismes de recherche français, et qui a en fait utilisé des projections climatiques, donc jusqu'à 17 modèles de projections climatiques, et qui les a fait tourner dans des modèles hydrologiques qui permettent du coup d'avoir des indicateurs d'évolution de la ressource en eau. Donc ces indicateurs, ils sont de plusieurs types. Donc nous, par exemple, dans l'étude, on a choisi des indicateurs de type climatique. Donc il va y avoir l'évolution de la température, l'évolution de la précipitation, l'évolution de l'évapotranspiration, qui sont importants pour étudier une évolution d'une ressource en eau. Et il y a des indicateurs d'évolution de ressources en eau. Donc, on a fait le choix, nous, dans l'étude, d'aller sur des indicateurs, par exemple, d'évolution du stock de neige en montagne. Donc, c'est l'équivalent en eau du manteau neigeux. Donc, ce n'est pas l'épaisseur de neige qu'on étudie, mais c'est bien le stock d'eau sous forme de neige qui va être disponible pour alimenter les cours d'eau. On a sélectionné également une série d'indicateurs de débit des cours d'eau. Donc, par exemple, des débits moyens mensuels, des débits caractéristiques des étiages, tels que le débit de référence de période de retour 5 ans, les débits minimums mensuels annuels, des débits caractéristiques également des hautes eaux, sachant que ce ne sont que des débits journaliers. Donc, quand on parle de débit journalier, ça va être difficile de parler d'un débit de crue. C'est un débit moyen journalier. Donc voilà, c'est un débit caractéristique de hautes eaux, du coup. Sur les indicateurs, on a également un indicateur qui est l'indicateur d'évolution de l'humidité des sols, qui va nous permettre de voir finalement les phénomènes de sécheresse. Et on a également sélectionné des indicateurs caractéristiques des recharges des eaux souterraines. Donc ça, finalement, c'est ce qu'on peut appeler les pluies infiltrées. Comment ces pluies infiltrées vont évoluer dans le temps. Le choix des indicateurs, c'est déjà un premier élément méthodologique, en fait. Parce qu'en fait, en fonction de quel indicateur on va choisir, on ne va pas démontrer la même chose. Donc ça, c'est déjà une première difficulté, c'est pouvoir choisir les bons indicateurs pour
donner les messages que l'on souhaite donner. Donc ces données Explore 2, c'est des données qui sont accessibles, hein, c'est en open source, c'est disponible sur un site qui s'appelle Drias.O. Donc elles sont accessibles, mais en l'état, elles sont assez peu communicantes. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les télécharger. En fait, c'est assez peu communicant et en fait, toute la plus-value de l'étude a été de faire parler ces données. Parce qu'en fait, elles sont disponibles à une échelle de mailles de 8 km par 8 km. Sur le département, ça fait un certain nombre de données. Du coup, ça fait beaucoup de données. Elles sont, pour les stations de rivière, on a 50 stations sur lesquelles on a des données en Isère. Voilà, c'est pareil, une quantité de données à traiter qui est très importante. Nous, on a choisi de travailler à l'échelle des bassins versants pour présenter ces données. C'est-à-dire qu'à l'échelle de chaque bassin versant, donc on en a 11 sur le département, et à l'échelle de chaque bassin versant, on a finalement une donnée climatique. Donc par exemple, on va avoir agrégé toutes les données des mailles de 8 km par 8 km sur le bassin versant, et on en a donné une température moyenne annuelle. On a regardé l'évolution de la température moyenne annuelle sur cet ensemble de mailles. C'est ce qui nous a permis, voilà, de travailler à l'échelle des 11 bassins versants de l'Isère. Si on regarde la grande région grenobloise, bon, bah, elle est grande. Donc du coup, on a 5 ou 6 bassins versants qui sont concernés. Donc pour avoir les résultats à l'échelle de la grande région grenobloise, il va falloir aller regarder les 5 ou 6 données qui seront disponibles. Donc, je vous ai dit qu'en fait, le projet Explore 2, du coup, déjà, j'ai essayé de vous dessiner un peu la quantité de données qu'il y a à traiter. Déjà, quand on parle de changement climatique, on parle de scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Et le projet Explore 2 a choisi de présenter les résultats de trois scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, qui sont les RCP. Donc le RCP 2.5, 4.5 et 8.6. J'ai un doute sur les points, mais voilà. Nous, on a fait le choix de présenter deux scénarios, le 4.5 et le 8.5. Donc déjà, ça fait deux scénarios à présenter. Ensuite, sur ces deux scénarios, il y a des modèles climatiques qui sont utilisés. Pour le scénario 4.5, il y a 9 modèles climatiques qui sont utilisés. Et pour le scénario 8.5, il y a 17 modèles climatiques qui sont utilisés. Donc à chaque fois, du coup, ça fait 9 résultats et 17 résultats. Et quand on regarde les données hydrologiques, donc les données de débit ou d'évolution, essentiellement les données de débit en fait, on a potentiellement 7 modèles hydrologiques contournés, donc 7 modèles hydrologiques avec les 9 modèles climatiques du 4.5 et 7 modèles fois 17 sur le 8.5. Pour vous montrer un petit peu la quantité de données en fait, qu'il a fallu traiter, et toute la plus-value en fait, de cette étude, c'est d'avoir un peu agrégé tout ça. Mais quand on parle de changement climatique, en fait, il y a plusieurs futurs possibles. Il n'y a pas qu'un futur possible. On ne sait pas aujourd'hui quel va être le futur possible. Donc, il est nécessaire de présenter toute la dispersion en fait, des résultats de tous ces ensembles de modèles qui ont été utilisés. Donc nous, on a fait le choix de présenter des valeurs médianes, mais toujours accompagnées de cet intervalle qui montre un peu la dispersion des résultats. Et ça, c'est très important parce qu'on voit qu'il y a, sur certains indicateurs, les modèles ne disent pas tous les mêmes tendances. Il y a des modèles qui vont dire que la pluie au mois de janvier va augmenter, et il y a d'autres modèles qui vont dire que la pluie au mois de janvier va diminuer. Et en fait, ce qui est important, c'est de regarder comment évolue tout ce sous-ensemble, et c'est à partir de là que l'on peut faire des interprétations de tendances d'évolution.
Donc en fait, voilà, tout le travail qu'on a fait, nous, ça a été de récupérer ces données Explore 2 qui sont très conséquentes, très importantes, et de les agréger à l'échelle des bassins versants et de les présenter de façon synthétique pour donner à voir les futurs possibles sur les bassins versants du territoire. Tout ça, ça fait l'objet de livrables à l'échelle de chaque bassin versant. Donc les livrables, ils vont être disponibles sous peu. Et en fait, on a donc un rapport qui présente l'ensemble des résultats à l'échelle de chaque bassin versant. L'idée étant de pouvoir donner ces éléments aux acteurs de l'eau, donc aux GEMAPiens, aux gestionnaires de l'eau potable, mais également de voir un peu plus large et de pouvoir que ce soit utile aussi à d'autres acteurs tels que des urbanistes ou des aménageurs. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, en fait. Donc ça, c'était la première partie, c'était donner des éléments chiffrés. C'était le premier objectif de notre étude, donner des éléments chiffrés, et on arrive du coup à la production de 11 livrables. Le deuxième objectif de l'étude, c'était de faciliter le passage à l'action. Pour aller sur ce sujet de la facilitation du passage à l'action, on a choisi de travailler sur, en fait, voilà, on a l'évolution on a les futurs possibles de l'évolution de la ressource en eau qui ont été chiffrés dans la première partie de l'étude. À partir de là, quelles sont les forces et les sensibilités de nos territoires pour faire face à ces évolutions? Et du coup, quels sont les enjeux de nos territoires, les enjeux d'adaptation de nos territoires face à ces évolutions? Donc là, on est parti sur une méthode classique, une méthode AFOM, atout, faiblesse, opportunité, menace, dans laquelle les opportunités menaces, c'est en fait les évolutions du climat, les évolutions du climat et leurs impacts sur les évolutions de la ressource en eau. Et les atouts, faiblesses, c'est les forces et sensibilités de notre territoire, de nos territoires à l'échelle des 11 bassins versants. On a croisé toutes ces informations-là, et sous le prisme de 3 thématiques. Une thématique quantité de l'eau, une thématique qualité de l'eau et une thématique biodiversité. C'est-à-dire l'évolution de la ressource en eau sous l'effet du changement climatique, qu'est-ce qu'elle implique comme enjeu en termes de gestion quantitative, en termes de gestion qualité et en termes de biodiversité de nos milieux. Donc ça, c'est la mission que l'on termine actuellement et voilà, qui sera disponible dans les prochains mois. Et elle nous a permis d'identifier finalement, en gros, une dizaine d'enjeux à l'échelle du territoire et qui ont pu être territorialisés, un peu priorisés sur chacun des territoires en fonction des forces et sensibilités des territoires. Et enfin, il y avait un objectif qui était très important dans notre mission, c'était pour faciliter le passage à l'action, il faut partager en fait les résultats de ce diagnostic. Et ça, c'était vraiment un aspect très important de la mission, c'était que les acteurs de l'eau puissent s'emparer de cette étude pour pouvoir l'utiliser par la suite. C'est vraiment notre volonté, nous, au département. Et du coup, on a fait un gros effort pour partager ces résultats en mettant en place un comité des usagers lié à cette étude qui a rassemblé environ une 50aine de structures et 80 participants à chaque réunion. Donc on a fait 2 réunions pour l'instant et on en a une 3e qui est planifiée là, au mois de janvier. Et l'objectif, c'était vraiment de faire participer les acteurs de l'eau, que ce soit à la fois les techniciens, mais aussi les élus. Tout le monde est... Enfin, voilà, l'invitation émane de notre vice-président envers les élus du territoire. Donc, on a quand même une bonne représentation des élus dans ce comité des usagers. Et l'objectif, c'était
de les faire manipuler un petit peu tous ces indicateurs, tous ces éléments de caractérisation de la ressource en eau pour qu'ils puissent s'en emparer. Pour que ce diagnostic soit également bien partagé, on a fait aussi un travail poussé sur la présentation graphique synthétique. On a fait un travail de communication, on a une lettre d'information qui circule, on organise, lors des séminaires de l'eau qui sont co-organisés avec le préfet du département et le président du département, cette étude a fait l'objet d'une présentation assez poussée, hein, de 3/4 d'heure. Et voilà, un effort pour diffuser les résultats et par exemple participer à ce genre d'instance pour voilà, diffuser. Et on avait aussi une volonté que cette étude ait une forte assise scientifique. Du coup, on a un comité scientifique qui a suivi cette mission, enfin surtout la mission 1, hein, qui était la mission de données chiffrées. Et dans ce comité scientifique, voilà, on a un représentant de Météo France, un représentant de l'INRAE, un représentant de l'UGA et un représentant d'EDF qui ont participé également, pour certains d'entre eux, au projet Explore 2. Et voilà, on les a, ils nous ont rendu un avis favorable sur la robustesse scientifique de l'étude et la façon de présenter les résultats en fait. Voilà sur la partie un peu méthodologie. Moi, je voulais partager avec vous en fait un petit peu les succès et les difficultés rencontrées au cours de cette étude. Je commence par le négatif. Je commence par les difficultés rencontrées. Les difficultés, je vous en ai déjà parlé, c'est la quantité de données qui étaient à traiter. Et en fait, il nous a fallu beaucoup de temps pour essayer de voir comment on présentait ces données, comment faire pour qu'elles soient parlantes en fait, d'elles-mêmes aux acteurs et comment les acteurs pourraient s'en emparer. Une autre difficulté, c'était le fait que tous les modèles ne disent pas la même chose. Et de pouvoir partager ce côté-là sur le fait que, oui, tous les modèles ne disent pas la même chose, il y a plusieurs futurs possibles, mais en même temps, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas agir, quoi. C'est nécessaire de faire avec les incertitudes. Voilà, c'est de la prospective, hein, donc on ne sait pas comment le monde va évoluer. Et nécessaire de faire passer ce message qu'il faut faire avec les incertitudes, qu'on peut avoir des chiffres, que ces chiffres restent quand même dans des fourchettes parfois assez grandes. Et malgré cela, il faut passer à des actions d'adaptation. Voilà, ça c'est un message qui n'est pas facile à faire passer. Ouais, je vous en ai déjà parlé aussi, c'est quand on travaille sur de la prospective sur la ressource en eau, c'est qu'on a vraiment beaucoup d'indicateurs qui sont disponibles et faire le choix du bon indicateur, ça c'est déjà un premier exercice sur lequel il faut s'atteler dès le départ et voilà, sur lequel pour nous ça a été un choix assez difficile qu'on a fait en fait avec notre comité technique. On a intégré notre comité technique qui est constitué principalement des acteurs GEMAPiens et des acteurs qui sont déjà dans de la gestion quantitative de la ressource en eau, comme des commissions locales de l'eau. Et on l'a travaillé avec eux. Sur le sujet des cours d'eau, on a 50 stations qui sont disponibles en prospective à l'échelle du département. C'est à la fois beaucoup et c'est à la fois peu. C'est beaucoup parce que quand on travaille à l'échelle du département, ça fait beaucoup de données à traiter. Mais quand on veut travailler sur un projet très précis, c'est très peu parce qu'on ne va jamais avoir la bonne station sur le bon bassin versant. Donc il y a ce côté-là aussi où les données Explore 2, c'est bien, c'est quelque chose de national, ça donne une vision d'ensemble des trajectoires. Mais par contre, quand on veut faire quelque chose de très précis, il faudra quand même peut-être aller un peu plus loin. Et donc là, c'est une première étude, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas faire des études plus précises, plus poussées sur certains territoires. Et oui, et je voulais aussi aborder le côté où c'est un sujet en constante évolution. C'est-à-dire que nous, on a travaillé sur des scénarios RCP, 4.5, 8.5.
Et fin 2023, au point de vue national, il y a eu un choix d'aller vers la TRAC, les trajectoires d'adaptation au changement climatique, qui parlent maintenant de plus 2 degrés, plus 4 degrés à l'horizon 2100, alors que nous, on était sur des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, c'est un sujet qui est en constante évolution et il faut savoir faire avec aussi. Et voilà. Enfin, pour nous, ça a été à un moment donné un sujet de discussion, c'est-à-dire est-ce qu'on y va quand même ou est-ce qu'on attend que ça sorte? Enfin voilà, c'est à un moment donné, il ne faut pas s'interdire d'y aller quand même. Enfin, nous, c'était le choix qu'on avait fait, de ne pas s'interdire d'y aller parce que sinon, on attend toujours qu'il y ait des nouveaux résultats qui sortent. Maintenant, je vais passer au succès. Nous, on a une bonne mobilisation des acteurs au comité des usagers. On était plutôt favorablement, enfin vraiment surpris d'une façon très positive du fait de l'implication des acteurs. Lors du premier comité des usagers, on ne savait pas trop où on allait, on ne savait pas trop si les acteurs ils étaient déjà sensibilisés ou pas au changement climatique sur notre territoire, parce qu'on avait fait un benchmark sur d'autres départements où il avait fallu vraiment travailler sur c'est quoi le changement climatique, c'est quoi les émissions de gaz à effet de serre, etc. Et nous, on s'est rendu compte au premier comité des usagers que ça, c'était déjà acquis en fait sur notre territoire, qu'on a des acteurs qui sont déjà sensibilisés au changement climatique. Donc ça nous a permis d'avancer un peu plus vite en fait sur le sujet. Et on a été agréablement surpris aussi sur la participation des acteurs aux ateliers. En fait, au deuxième comité des usagers, on a fait travailler les acteurs sur un jeu de memory. Donc, c'est le jeu de memory qu'on joue avec les enfants. On a des cartes retournées sur la table et il faut faire des paires. Et sur les paires, en fait, on avait par exemple des graphiques qui présentaient ici, c'est l'évolution de la température aux différents horizons. Et là, on avait l'explication, en fait. Et comme ça, on demandait aux acteurs, en fait, quand ils retrouvaient les cartes, de prendre la carte, de lire un peu, je représente quoi, mon analyse, elle permet quoi, et le message clé, c'est quoi, et de comprendre, en fait, ce type de graphique qui montre les évolutions et qui montre aussi les incertitudes, en fait, qui montre le fait que tous les modèles ne disent pas la même chose, mais qu'en fait, on a quand même des tendances qui se dessinent. Je vous les ferai passer après ces petites cartes. Et ça a été vraiment, ça a vraiment bien marché comme outil. À la fin, les acteurs sont sortis avec vraiment des messages dans leur tête, avec vraiment des choses qu'ils souhaitaient faire. Ils repartaient avec et ils allaient pouvoir les diffuser en fait dans leur structure. Donc voilà, ça c'était vraiment quelque chose qui avait bien marché, en fait, de faire manipuler les indicateurs, qui sont des indicateurs scientifiques, qui ne sont pas faciles à comprendre. Quand on parle d'hydrogramme de cours d'eau, quand on parle d'équivalent en eau du stock de neige, c'est une notion qui n'est pas facile. Et voilà, ça avait vraiment bien marché. Je ne sais pas où on en est au niveau du temps. Je peux vous faire rapidement les conclusions de l'étude. Enfin, elles sont relativement connues maintenant, mais voilà, j'ai regardé rapidement là sur le territoire de la grande région grenobloise hier soir pour voir quels étaient les chiffres que je pouvais vous communiquer. Et voilà, si on regarde l'horizon moyen terme, donc c'est l'horizon 2050. À 2050, on aurait des augmentations de température de plus 1,6 à plus 3,6 degrés sur le territoire par rapport à la période 76-2005. Ça induit du coup une évolution de l'évapotranspiration de 4 à 17% et une modification dans le régime de précipitation. C'est-à-dire que les précipitations annuelles, globalement, ne varient pas sur notre territoire à l'échelle du département de l'Isère. Mais par contre, on voit une évolution dans la répartition saisonnière. C'est-à-dire qu'il y aura plus de pluie l'été
et moins de pluie, plus de pluie l'hiver et moins de pluie l'été, avec par exemple des mois de janvier qui seraient plus arrosés, de l'ordre de plus 30 à plus 40 mm par mois sur le mois de janvier. En été, des mois de juillet moins arrosés avec de l'ordre de moins 19 à moins 26 mm d'eau. Voilà, sur la partie du sud Isère, donc on a l'équivalent en eau du stock de neige qui va induire également de forts impacts sur les cours d'eau, puisqu'on va avoir une diminution de cet équivalent en eau du stock de neige, notamment en mars et avril, avec une baisse qui peut atteindre jusqu'à moins 75% en fait, de l'équivalent en eau sur mars et avril. C'est-à-dire qu'on aura 75% d'eau en moins en mars qui viendrait alimenter les cours d'eau au printemps ou en été. Et ça, c'est un impact qui se voit très bien sur les cours d'eau qui sont influencés par la fonte de neige. Donc, c'est les cours d'eau qu'on appelle, nous, de type pluvionival, parce qu'ils ont une composante, ils ont des étiages en été, ils ont des étiages au mois de janvier, février, parce que il neige en montagne, donc il y a moins d'eau qui arrive dans les cours d'eau. Et par contre, ils ont des hautes eaux de mai jusqu'à juillet, jusqu'à août. Sur ces cours d'eau, on observe du coup une augmentation des débits pendant l'hiver, janvier-février, parce qu'il va y avoir moins de neige, plus de pluie, plus de précipitations sous forme de pluie, donc du coup plus d'eau en janvier-février dans les cours d'eau. On observe une diminution des étiages estivaux et ce qu'on observe surtout, c'est un allongement de la période d'étiage. Voilà, la période d'étiage qui était de juillet, qui pouvait être de août-septembre, elle va s'étaler encore jusqu'en octobre, voire jusqu'au début de l'hiver, jusqu'en novembre. Donc ça, c'est les tendances globales qui se dessinent, mais il faut savoir que sur ces cours d'eau de type pluvionival, il y a énormément d'incertitudes. Voilà, on peut avoir des modèles qui donnent des valeurs qui sont à la hausse, puis des modèles qui donnent des valeurs qui sont à la baisse. Donc, mais par contre, les tendances globales, sur le long terme notamment, montrent ce que je vous ai présenté. Et sur les cours d'eau pluviaux, comme on a plus de précipitations en hiver, on aura plus de débit en hiver. Voilà, les modèles le traduisent. Et on aura des étiages estivaux plus marqués et plus longs également. Après, nous, on est un département où on a 70% des prélèvements qui sont souterrains. Donc, c'est important d'aller regarder également quelles vont être les évolutions des eaux souterraines. Bon, là, je vais vous décevoir, mais en fait, les données ne sont pas suffisantes à notre sens pour pouvoir conclure. C'est-à-dire qu'on a des éléments qui vont être sur la recharge hivernale qui montrent que comme il y a plus d'eau en hiver, la recharge hivernale augmente. Mais par contre, on n'a pas d'éléments qui nous montrent comment les nappes vont se vidanger en été avec moins d'eau et moins d'eau dans les rivières. Moins d'eau dans les rivières peut faire que ça va faire un effet d'appel des nappes. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'éléments suffisants pour pouvoir conclure à l'échelle de cette étude-là, à l'échelle de l'étude Explore 2 en fait, sur l'évolution des eaux souterraines. Du coup, nous, on encourage les territoires à mener des études de modélisation spécifiques sur chacun des bassins versants pour mieux comprendre les phénomènes de remplissage et de vidange des eaux souterraines. Et c'est ce qui est en cours sur certains bassins versants actuellement. Donc voilà. Donc là, aujourd'hui, pour conclure, on arrive à un point d'étape où on a les données quantitatives qui sont disponibles et qui vont être diffusées d'ici peu. Notre souhait, c'est qu'elles soient disponibles sur notre observatoire de l'eau. Donc, elles seront téléchargeables sur notre observatoire de l'eau. On va présenter les enjeux de chaque territoire lors du prochain comité des usagers fin janvier, où on va du coup travailler avec les acteurs de l'eau pour consolider
le travail qui a été fait en chambre par notre prestataire et puis pour pouvoir le confronter en fait aux réalités du terrain et pouvoir faire évoluer éventuellement le travail avec le comité des usagers. Mais voilà vraiment, enfin, notre souhait en fait, c'est que ce soit une étude vraiment socle qui donne à voir les futurs possibles de la ressource en eau et qui donne envie d'agir en fait aux acteurs de l'eau.